Donc, bonjour, donc on va commencer la partie programmation. Donc, on va faire aujourd'hui de la programmation en Python. Donc, on va voir quelques éléments de base nous permettant de prendre en main la programmation en Python. Donc, premièrement, on va voir un peu l'installation de Python. Donc, il faudra télécharger Python et puis un outil qu'on appelle PyCharm. Après, on verra les variables et les types de données. On verra les listes, les fonctions, les instructions conditionnelles, les boucles. Donc, on verra les listes, les boucles imbriquées, les fichiers, modules, objets, donc méthode, héritage. Donc, on verra ces éléments-là au fur et à mesure. Donc, pour Python, il suffit d'aller sur voilà, les sites de Python. Vous tapez Python download dans Google. Donc, et vous allez voir un premier résultat, c'est vous cliquez sur le premier lien. Voilà. Donc, vous allez avoir voilà, cette page. Et donc, il y a deux versions importantes de Python. Donc, il y a les t.x là, qui sont en fait voilà, les anciennes versions. Maintenant, les 3.7 et quelques, ça, ce sont les nouvelles. C'est la nouvelle version. Donc, on différencie entre Python 2 et Python 3. Voilà. Donc, quand tout ce qui commence, version qui commence par 2, on va appeler ça Python 2. Tout ce qui commence par 3, on va appeler ça Python. Voilà, Python 3. Donc, Python 3, c'est la nouvelle évolution quoi, de Python. Donc, la version Python a évolué dans une nouvelle version qui crée quand même une discontinuité, c'est-à-dire que cette version et l'ancienne là, voilà, il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Voilà, donc ce qui fait que quand on a un programme en Python 2, ça ne passe pas directement en Python 3. Voilà, il faudrait faire quelques transformations pour que votre version du programme de Python 2 s'exécute avec Python 3 et inversement. Donc, il y a une discontinuité entre les deux. Voilà. Maintenant, pour vraiment les features de Python, ben, c'est Python 3 qu'il faut utiliser, quoi. Voilà. Mais si vous êtes dans un environnement où vous êtes dans des versions où c'est Python 2 qui est utilisé, bon, le passage de Python 2 à Python 3 aussi ne va pas être très compliqué. Bon, ça va nécessiter un peu de travail pour adapter le code, mais là, pour le futur, voilà, donc quelqu'un qui apprend Python pour la première fois, donc c'est mieux de commencer avec la version 3, voilà, parce que c'est vraiment le futur de Python. Voilà. Parce qu'on a fait une amélioration pour passer à 3.x là. Donc, ça veut dire que voilà, désormais, ça sera ça. Donc, dans un futur proche, voilà, peut-être que Python 2 là, ça va être voilà, délaissé. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ben, vous téléchargez Python tout simplement. Voilà, et vous installez. Donc, dans l'installation, il ne faut pas oublier de cocher la case en bas là, d'accord, qui demande d'ajouter Python à la variable d'environnement. Voilà, paf, d'accord, add Python to pass. Donc, vous allez avoir ça. Voilà, donc après, c'est, voilà, suivant, c'est tout. D'accord. Voilà, l'installation n'est pas difficile. Et donc, pour programmer donc, en Python, bon, on a plusieurs approches. Donc, la première approche, c'est tout simplement d'utiliser bloc-notes et puis de taper vos codes sources dans bloc-notes et puis après, vous donnez l'extension des fichiers .py, d'accord? Et vous allez en ligne de commande pour exécuter voilà, vos programmes voilà, qui sont dans les fichiers
.py. D'accord? Donc, avec un simple éditeur de texte comme bloc-notes, on peut faire de la programmation avec Python. D'ailleurs, avec n'importe quel langage de programmation. Donc, on peut utiliser bloc-notes. Voilà. Et maintenant, pour exécuter, on va en ligne de commande et on a des commandes qui vont permettre de compiler le programme et de l'exécuter. D'accord? Maintenant, pour faciliter en fait les processus de développement, donc l'écriture du code, l'organisation du code, la compilation, donc l'intégration d'autres librairies, parce que la programmation, très vite, vous allez avoir besoin de beaucoup de choses qu'il faut intégrer à votre projet. Bon, si vous devez tous, écrire tout, ça va être compliqué. Si vous devez tout gérer toutes les dépendances, ça va être très difficile. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a des outils qu'on appelle des environnements intégrés de développement, des IDE. Voilà. Integrated Development Environment. Voilà. Donc, en français, EID, voilà. Ou bien EDI, Environnement de développement intégré. D'accord? Donc, cet environnement, son objectif, vraiment, c'est de vous faciliter la tâche. D'abord, donc, la création des programmes. Voilà, dans l'écriture du programme, contrairement à bloc-notes, là, ben, dans votre idée, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de l'aide, donc de l'environnement. Donc, si vous écrivez du code qui n'est pas, dont la syntaxe n'est pas correcte, donc l'idée peut vous aider pour corriger, d'accord, les erreurs. Donc, si vous avez écrit mal un mot-clé ou bien vous avez donné un mauvais identificateur à une variable, voilà. Donc, si vous avez des erreurs syntaxiques ou même parfois des erreurs sémantiques, l'idée peut vous aider à savoir qu'est-ce qui cloche. Mais si vous êtes avec bloc-notes, bloc-notes ne peut pas du tout vous aider parce que bloc-notes ne comprend rien dans la structure du code que vous êtes en train de taper. D'accord? Mais l'idée, lui, a été faite de telle sorte que, voilà, il arrive à comprendre ce que vous tapez. Donc, si ce n'est pas correct, il peut vous aider à corriger. Donc, parmi les idées disponibles pour Python, il y a PyCharm. Voilà, donc PyCharm, c'est, pour résumer, on peut dire que c'est l'idée la plus populaire pour Python. Voilà, donc parfois c'est une bonne approche de prendre l'outil le plus populaire. Ça vous permet, lorsque vous avez un problème, d'avoir déjà une communauté importante pour vous aider à progresser. Voilà, donc, et aussi, bon, c'est une idée qui est très complète. D'accord? Donc, il y a deux versions de l'idée. Il y a la version professionnelle et il y a la version community. D'accord? Donc, la version community, elle est gratuite. Voilà, la version community, là, elle est gratuite. Et la version professionnelle, elle est payante. Mais vous pouvez avoir un essai gratuit de quelques semaines. Je pense que c'est 1 mois. Après, vous allez devoir payer pour continuer à l'utiliser. D'accord? Donc, dans le contexte de ce cours-là, donc je pense qu'on peut, on peut se contenter de la version community, puisqu'elle va offrir vraiment l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire notre programmation. Voilà, nos programmes. Donc, la version community nous suffit amplement. Donc, il suffit d'aller sur le site, d'accord, pour télécharger cette version-là. D'accord? Et là aussi, vraiment, l'installation est simple. D'accord? Donc, vous cliquez sur, double-cliquez sur l'exécutable pour démarrer l'installation. Donc, il y a quand même des exigences en termes d'espace disque.
donc de systèmes d'exploitation, disons des RAM, d'accord? Voilà, donc des résolutions d'écran, d'accord? Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, quasiment les ordinateurs, on a tous 4 gigabits quand même de RAM. Voilà, bon, les disques, il faut avoir au moins voilà, 1,5 giga d'espace disponible. Voilà, pour être dans des conditions optimales pour que PyCharm puisse travailler, voilà, convenablement. Bon, de manière générale quand même, bon, ne faites pas jusqu'à ce que votre disque soit 100% utilisé, quoi. Voilà, donc jusqu'à ce que ça affiche le rouge là. Essayez quand même d'être toujours au minimum ouvert. Voilà, donc il reste un peu d'espace. J'espère que tout le monde a pu bien installer Python et PyCharm. Tout le monde a pu installer. Ok, donc essayez de faire l'installation. Hein? Quand tu cliques sur python.x, d'accord? La fenêtre qui s'ouvre là, tu vas voir en bas là, il y a une case à cocher. Hein? Oui. Voilà, il faut cocher. Ok, donc nous allons voir les bases du langage. D'accord? Donc les bases du langage, il y a la notion des variables et voilà, d'affectation. D'accord? Voilà, donc une variable, ce n'est autre chose hein, que quelque chose qui nous permet de mémoriser de l'information. D'accord? Donc l'affectation, c'est l'opération qui consiste à donner une valeur à la variable. D'accord? Donc on a une variable, c'est comme voilà, un tiroir qui peut contenir quelque chose. D'accord? L'affectation, c'est le fait de prendre quelque chose et de mettre dans ce tiroir-là. Donc, on va voir la notion des variables d'instance et des variables locales. On verra aussi les types de données. D'accord? Donc, parce qu'on met de l'information dans les variables et on met de l'information dans les variables, mais les informations ne sont pas des mêmes types. D'accord? Par exemple, on peut avoir une information qui désigne la longueur voilà, la longueur d'un rectangle. D'accord? Donc, la longueur d'un rectangle, c'est les types numériques. D'accord? Voilà, par exemple, si on a le prénom de quelqu'un, là, c'est le type chaîne de caractères. Donc, c'est une suite de lettres. D'accord? On verra ça après. On va se concentrer sur le cours pour le moment. Ensuite, on va voir voilà, les conversions entre les types de données. Après, on va voir voilà, les entrées-sorties, c'est-à-dire comment on peut communiquer voilà, un peu avec l'utilisateur, voilà, lui afficher de l'information et aussi lui demander de donner des informations. Donc ça, ce sont les entrées-sorties. Donc ensuite, on va voir les opérateurs voilà, de base de Python, opérateurs arithmétiques, voilà, comparaison, addition, voilà. Et les opérateurs logiques. Donc, dans Python, il y a des mots-clés. Voilà. Donc, il y a des mots-clés qui sont réservés. Donc, ces mots-clés-là, il faut les utiliser pour autre chose que pour les raisons voilà, pour lesquelles voilà, ils sont définis. Donc, tu ne peux pas utiliser ces mots-clés-là pour identifier voilà, des variables. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des mots qui sont reconnus par les langages. D'accord? Donc, tu ne peux pas les utiliser pour d'autres raisons que pour
hein, leur motif d'utilisation. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des mots qui sont réservés. Et donc, on va voir progressivement hein, le sens de chaque, voilà, de chaque mot-clé. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, en Python, il n'y a pas beaucoup de mots-clés non plus. Hein. Il y a quand même un nombre, c'est beaucoup, hein. Ce n'est pas non plus une explosion de mots-clés, quoi. Donc, vous verrez que ça va être facile de retenir ces mots-clés-là. Donc, les variables et les affectations. Donc, les variables et les affectations. Donc, il y a une variable donc, à un identifiant. D'accord? Donc, il a un identificateur qui permet de reconnaître la variable. D'accord? Par exemple, ici, on a la variable âge. D'accord? Et la variable a une valeur. Donc, la valeur de la variable ici, c'est 3. D'accord? Et cette valeur-là a un type. Voilà. Ça a un type. Donc, quel est le type de valeur? Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un nombre réel? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? D'accord? Est-ce que c'est autre chose? D'accord? Donc, une variable a un identifiant, a une valeur, mais la valeur là est typée, il y a un type. D'accord? Mais en Python, contrairement à d'autres langages de programmation comme les C, C++, Java, C#, d'accord, il n'est pas nécessaire de déclarer les types. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de dire que ma variable âge là va contenir un entier. D'accord? Alors, par exemple, en C, si tu veux déclarer une variable âge, tu vas dire que, bon, cette variable âge là est un entier. Par exemple, mettre int âge. D'accord? Mais ici, ça, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas demandé. Donc, tu vas juste déclarer âge et tu vas lui donner une valeur qui va être, voilà, 3. D'accord? Voilà. Et tu peux changer en mettant que âge devient 5,8. Vous voyez? Donc, tu passes des entiers à réel. Donc, en fait, le typage là, des variables en Python est dynamique. C'est-à-dire qu'une variable, au fil du temps, peut contenir différents types de valeurs. Voilà, donc la variable n'est pas obligée de contenir seulement des entiers tout au long de sa durée de vie. Voilà. Donc la variable, à un moment donné, on peut mettre là-dedans un entier. À un autre moment, on peut mettre un nombre réel là-dedans. À un autre moment, on peut mettre un nombre complexe là-dedans. À un autre moment, on peut mettre une chaîne de caractères. Voilà. Donc, ce qui n'est pas possible dans des langages comme le C. Parce que là, le typage est statique. Dès que tu définis qu'une variable doit contenir des entiers, ben, elle va contenir que des entiers. Voilà. Donc, tu ne peux pas lui faire mémoriser autre chose. Voilà. Donc, en Python, ça, c'est un peu voilà, quelque chose qui est très flexible. Donc, c'est très flexible, mais ça peut très rapidement vous échapper si vous ne faites pas attention. Donc, il faut aussi avoir voilà, une méthodologie dans voilà, les choix de vos, des types de valeurs que vous mettez dans vos variables. Voilà. Donc, ici, on a âge à une valeur voilà, entière, un entier, et puis jour. Ici, c'est vendredi. D'accord? Voilà, donc ici, on a jour, c'est vendredi. Vendredi, c'est une chaîne de caractères. Bon, ici, ce n'est pas vraiment des guillemets comme ça, mais voilà, les côtes là, en haut. Voilà, donc dans l'IDE, ça passe bien. Et ici, on a la variable hauteur qui contient un nombre réel. Voilà. Donc ça, c'est un int, ça c'est un string, et ça c'est un float. Voilà. Un entier, une chaîne de caractères, un réel. D'accord?
Et dans la plupart des langages de programmation, on a des séparateurs comme point-virgule, c'est-à-dire qu'on utilise point-virgule là pour voilà, faire séparer les instructions. D'accord? Si je mets une instruction en C, par exemple, je vais terminer par point-virgule. Voilà, pour dire que cette instruction-là se termine. Voilà. Donc, si je mets une instruction en Python, ben, je ne suis pas obligé. Je ne dois pas mettre voilà, point-virgule. On ne met pas de point-virgule. D'accord? Donc, le séparateur, c'est juste d'aller à la ligne. C'est-à-dire que quand on met une instruction, on va à la ligne. Voilà. Donc, les points-virgules là, on ne met pas. D'accord? Voilà. Parce qu'un programme, ça va être une succession d'instructions. C'est-à-dire qu'on a une suite d'instructions qui vont se suivre. D'accord? Voilà. Et il y a plusieurs types d'instructions. Donc, déjà, il y a ça, c'est l'affectation, déclaration et affectation d'une valeur à une variable. D'accord? Ça, c'est une instruction. Ben, cette instruction, ça aussi, c'est une autre instruction. Donc, ici, on a 3 instructions qui se suivent, si on le met dans les mêmes programmes, bien sûr. D'accord? On a 3 instructions qui se suivent. D'accord? Donc, ce qui sépare les instructions, c'est le fait d'aller à la ligne. Voilà, on va à la ligne, ça permet à Python de savoir que cette instruction-là se termine là, celle-là commence ici, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut faire une affectation à plusieurs variables en une seule fois. Par exemple, en faisant A, B, C égale à 5. Donc, A va être égal à 5, B va être égal à 5, C aussi va être égal à 5. On affecte la même valeur voilà, aux 3 variables. D'accord? Voilà, donc on peut aussi faire une affectation à plusieurs variables donc en même temps. Par exemple, si on met A, B, C égale 1, 2, exemple, donc ça veut dire que A égale à 1, B égale à 2, C égale à exemple. D'accord? Voilà. Donc, la notion de variable, c'est simple. Hein? Donc, tu as une information. C'est-à-dire que tu dois faire un programme et dans ce qu'on te demande, c'est qu'il y a une information que tu dois mémoriser. D'accord? Donc, tu as besoin de variables. Par exemple, on te dit écrire un programme, d'accord, qui demande à un utilisateur la longueur et la largeur d'un rectangle et lui affiche la surface et le périmètre. D'accord? Donc, dans cet énoncé, vous avez l'information longueur et vous avez l'information largeur. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez avoir besoin de ces 2 informations-là pour faire calculer la surface et les périmètres, qui sont aussi des informations à calculer. D'accord? Voilà. Donc, la surface, ça va être une information. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'une variable qui va stocker la valeur de la longueur. Vous allez avoir besoin d'une variable qui va stocker aussi la valeur de la largeur et aussi une variable qui va stocker la valeur de surface et la valeur une autre qui va stocker la valeur du périmètre. D'accord? Donc, quand on lit un énoncé, on doit pouvoir analyser, voir quelles sont les variables qui sont dans mon énoncé. J'ai besoin de quelles variables. Voilà. Donc, ça, c'est une lecture à pouvoir faire et de pouvoir donc lister les variables dont on a besoin pour faire. Donc, après, avec les variables, on peut faire des choses. On peut faire des calculs. Si on a des variables numériques, on peut faire des additions, soustractions, multiplications. Voilà. D'accord? La notion des variables, c'est quelque chose qui permet de nous mémoriser une information qu'on peut utiliser plus tard. Voilà, parce que si on n'a pas la variable là, on ne pourra pas mémoriser l'information. Donc, plus tard, on ne pourra pas réutiliser cette information. Voilà. Donc, il y a la notion de variable d'instance. Donc, les variables d'instance sont des variables qui sont déclarées dans un fichier, voilà, Python. D'accord?
en dehors de toute méthode constructeur ou bloc. Bon, pour le moment, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ces choses-là veulent dire. D'accord? Voilà. Donc, ces variables d'instance sont des variables qui sont déclarées dans un fichier. D'accord? Voilà. Ensuite, les variables locales, ce sont des variables qui sont déclarées dans des fonctions. D'accord? On va faire la différence nette après. Voilà. Je pense que cette partie, elle est un peu trop tôt. D'accord? Parce qu'il y a des notions qu'on n'a pas vues. Donc, on va faire la différence nette après. Donc, les types de variables, la variable d'instance, variable locale, ça donne un peu la portée de la variable, parce qu'on ne peut pas utiliser toutes les variables partout. D'accord? Donc, il y a certaines variables qui vont être visibles, utilisées à un endroit particulier du code. Et quand on est dans un autre endroit, on ne va pas pouvoir utiliser ces variables-là. Donc, on a les types de données. Il y a plusieurs sortes de types de données. Il y a les nombres. Il y a les nombres et il y a les chaînes de caractères. Ben, il y a d'autres. Il y a les listes. D'accord. Donc, il y a les nombres. Les nombres, c'est tout ce qui est int, entier, tout ce qui est long, bon, entier très grand, d'accord, et float et nombre complexe, d'accord. Voilà, tout ce qui est entier, ben, long c'est un autre type d'entier, float c'est un nombre réel et complexe c'est un nombre complexe. Donc dans Python, on a aussi nombre complexe. Naturellement, dans les langages, on peut dire, voilà, j'ai un nombre complexe. D'accord? Alors que dans des langages comme les C, C++ et autres, là, on n'a pas cette notion de nombre complexe. Donc, si on a besoin, il va falloir définir soi-même. Dans Python, on a directement la notion de nombre complexe. D'accord? Donc, selon les types de variables qu'on a, on peut faire certaines opérations arithmétiques. Si on a des entiers, on pourra faire addition, soustraction, multiplication, division, voilà. Donc, tout ce qui va avec les entiers de manière traditionnelle. Et si on a des longues aussi, pareil, si on a des floats, on peut aussi faire tout ce qui est possible avec les floats. Voilà. Si on a des nombres complexes, alors on peut aussi faire toutes les opérations possibles sur les nombres complexes. Addition, soustraction, multiplication, récupérer partie réelle, partie imaginaire, module. Voilà. Donc on peut faire toutes ces choses-là sur un nombre complexe. Ensuite, il y a les chaînes de caractères. Donc, une chaîne de caractères, en fait, c'est une suite de caractères. Donc, un caractère, ce n'est autre chose qu'un symbole. Ça peut être chiffre, lettre ou bien un caractère spécial. Voilà, espace, underscore, tiré du 6, point d'exclamation, point d'interrogation. Voilà, donc un caractère, c'est un symbole. D'accord? Voilà. Donc, une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. D'accord? Une suite de caractères. Donc, par exemple, ici, on a variable chat. D'accord? La variable chat contient une chaîne de caractères qui est le mot chat. Donc, ce qui nous permet de distinguer les chaînes de caractères des autres, c'est le fait qu'on utilise les quotes là ici, les doubles quotes là ici. Donc, si on utilise aussi les simple quotes, ça marche aussi. D'accord? Voilà, ça fait aussi chaîne de caractères. Donc, en Python, les deux vont marcher. Donc, il y a une utilité à utiliser simple quote ou double quote selon le contexte. Ça permet de s'en sortir dans certaines situations. D'accord? Mais pour le moment, voilà, on va se dire qu'il y a deux façons d'écrire les chaînes de caractères, soit avec simple quote ou avec double quote. D'accord? Donc, un caractère, dans certains langages, on va avoir les types chat. Donc, dans Python, si vous voulez un caractère, donc vous faites une chaîne avec un seul symbole.
D'accord? Le type char, c'est un seul symbole. Bon, comme on a vu avant, voilà, il y a une correspondance entre les caractères et des nombres. Voilà. Donc, on peut faire les opérations arithmétiques. Donc, chaque type, en fait, va définir certaines opérations qui sont possibles. Voilà, donc il y a, pour les entiers, on peut faire des opérations arithmétiques suivantes. D'accord? Par exemple, l'addition, 20 plus 3, 20 moins 3, 20 multiplié par 3, 20 puissance 3, 20 divisé par 3, 20% 3. Donc, je pense que vous comprendrez naturellement, c'est ça? Mais 20% 3, ça veut dire le reste de la division de 20 par 3. D'accord? Voilà. Donc, le reste de la division de 20 par 3. Donc, ça, en fait, les pourcents, c'est l'opération modulo. D'accord? C'est-à-dire, je veux avoir le reste de la division d'un nombre par un autre. Voilà. D'accord? Donc, le reste de la division de 20 par 3, c'est 2. C'est quand on divise 20, ça fait 3 fois, voilà, 3 fois 6, plus 2. Donc, le reste là de la division de 20 par 3, c'est 2. D'accord? Donc, les entiers longs, ben, ce sont des entiers qui sont en fait très grands. Parce que il y a le nombre de bits utilisés pour stocker les ints. D'accord? Le nombre de bits utilisés pour stocker les ints est petit par rapport au nombre de bits utilisés pour stocker les nombres. Ça veut dire qu'on peut stocker des plus grandes valeurs, voilà, que les ints. D'accord? Mais si vous faites les calculs, bon, Python va vous les stocker avec les bons nombres, voilà, automatiquement. D'accord? Par exemple, si j'ai fait D puissance 40 là, d'accord? Donc, le type là, ça va être un long. Donc, tout ce qui est long là, à la fin, on va vous mettre un L. D'accord? L pour dire que ça, c'est un entier long. D'accord? Voilà, si vous n'avez pas de L, ça veut dire que c'est un entier, voilà, int. D'accord? OK. Donc, si aussi vous voulez que quelque chose soit considéré comme un entier long, vous mettez L. D'accord? Même si la valeur c'est 72. Si vous mettez 72 L, donc Python va le considérer comme un long. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas les L là, il va le considérer simplement comme un int. Mais si lui-même il fait, voilà, vous faites une opération et que les résultats, vous faites une opération entre des entiers et que le résultat est très grand, il va le stocker automatiquement long. Donc, on peut faire des opérations aussi sur les bases. D'accord? Par exemple, si je fais 7 plus 1, ça va faire 8. Hein? Base 10. D'accord? Si j'ai fait en base 8, je peux dire en Python que moi, je veux, voilà, je vais faire ça là en base, cette opération en base 8. D'accord? Donc, il va m'afficher cette valeur-là. D'accord? Voilà. Donc, ce nombre, là maintenant, on est en base 8. C1, là, il désigne quoi? Le C1, là, c'est quoi? C'est 0, 8 puissance. Voilà, 8 puissance 0. Donc, ça fait 0 fois 8 puissance 0. Voilà. Donc, ensuite, C1, là, c'est 1, 8 puissance 1. Voilà. D'accord? Donc, en base 8, ce nombre-là, ça va être 0, 1, 0. D'accord? Donc, quand on met 0, voilà, donc 0x 9, ça veut dire que c'est un. Hein? C'est un. C'est en hexa. Voilà. Hexadécimal. D'accord? Voilà. Donc, ici aussi en hexadécimal, donc on a 9 plus 2. Ça va nous donner, voilà, B, quoi.
Parce que 9 plus 2, c'est quoi? C'est 11. Et en hexadécimal, 11, là, c'est B. D'accord? Et ici, on a, voilà. Donc, on veut convertir en entier un nombre ici qui est écrit en base 2. Donc, ça nous donne 22. Donc, si on est en base 2, ça fait 0. D'accord? Ça fait plus 2 plus 4. Donc, ça fait 6. D'accord? Et ici, c'est 1 là, ça fait 16. Donc, on a 16 plus 6, ça fait 22. Voilà, donc je donne ce nombre-là, j'ai dit qu'il est écrit en base 2. Donc, moi, je vais le convertir en entier. Donc, je fais int, je donne un nombre, d'accord, en base 2, et voilà, je donne la base. Je donne un nombre, et je donne la base, d'accord, et il va me donner la valeur numérique. Donc, il y a les flottants, donc les nombres réels, voilà, les flottants, les nombres avec des virgules, d'accord. Donc, on utilise point, hein, D.718, donc ça veut dire un nombre, voilà, ça veut dire D,718. Voilà, déjà les anglophones, ils utilisent des points quoi, pour signifier virgule. Voilà. Donc, si vous voyez dans un nombre qui a des virgules, en fait, et ils utilisent les virgules pour séparer les milliers, les millions, des trucs comme ça. Voilà. D'accord? Mais c'est des points là qui est en fait la virgule. D'accord? Voilà. Donc ici, on a 3 exposants 8. Donc ça, c'est pour écrire un nombre voilà, avec les exposants. Donc on peut faire les mêmes opérations que les entiers, quoi. Voilà, addition, soustraction, multiplication, division, d'accord? Par contre, là, la division, ça va donner, voilà, division réelle, quoi. Donc, le résultat va être un réel, d'accord? Mais si on veut faire une division entière forcée, on va utiliser double slash. Voilà, donc, si on utilise un seul slash, là, ça va nous donner, voilà, donc ici, là, ça va nous donner division entière. C'est-à-dire que 20 divisé par 3, ça ne va pas nous donner 3,66, mais ça va nous donner 6, tout simplement. Donc, quand on prend, il y a un module qu'on appelle le module maths, qui va nous permettre de faire voilà, certaines opérations mathématiques usuelles. Par exemple, racine carrée, sinus de quelque chose. D'accord? Donc, on a un module qu'on appelle le module maths. Ensuite, on a les nombres complexes. Donc, les nombres complexes ici, ils sont voilà, écrits en notation cartésienne, d'accord, sous la forme A plus J, BJ. Donc, J étant en fait l'imaginaire là-bas, voilà. J carré là, c'est ça qui est moins 1. Voilà, J carré c'est moins 1. Donc, on peut faire addition des nombres complexes, on peut faire soustraction, multiplication, on peut récupérer la partie réelle d'un nombre complexe. D'accord? Voilà, donc la partie réelle de ces nombres complexes là, c'est quoi? C'est 9. La partie imaginaire, c'est 5. D'accord? La partie imaginaire de celui-là, voilà, la ABS, c'est-à-dire le module. Donc, le module de ces nombres complexes là, voilà, plus 4 carrés, ça fait 5. D'accord? Voilà, donc on a déjà un type déjà créé dans Python qui nous permet d'utiliser les nombres complexes avec la sémantique habituelle. D'accord? Voilà, donc les chaînes de caractères, on a une chaîne de caractères. Ici, par exemple, on a S égale à A, B, C, D, E. Ça, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Et quand on fait l'inf, d'accord? Ici, on a L et N. C'est l'inf, c'est la fonction l'inf qui permet en fait de prendre une chaîne de caractères et de donner le nombre des caractères,
que cette chaîne de caractères compte. D'accord? Donc ici, la S contient 5 caractères A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc la longueur des S là, c'est 5. Donc l'un des S, c'est la longueur des S. Donc il y a une opération particulière qu'on appelle la concaténation des chaînes de caractères. Donc c'est l'opération plus. Mais ça ne signifie pas l'addition dans le contexte des... Voilà, ça ne signifie pas en fait l'addition, hein. Donc c'est la concaténation. D'accord? Donc quand nous avons des chaînes de caractères, l'opération plus là, ici, c'est ce qu'on appelle concaténation. Donc si j'ai une chaîne de caractères S1 égale à ABC, si j'ai une autre chaîne de caractères SB égale à D, E, F, G, donc la chaîne de caractères S3 qui est égale à S1 plus S2, ben, va être en fait ABC, D, E, F, G. C'est-à-dire qu'on met à la suite S1 et S2. D'accord? Voilà, on les met à la suite. D'accord? Donc, ce n'est pas addition, ça s'appelle concaténation. D'accord? Bon, on a aussi la répétition. Si on a une chaîne de caractères, ben, j'ai une chaîne de caractères phi, ben, je peux faire ben, S5, c'est S4 multiplié par 3, c'est-à-dire qu'on va répéter S4 3 fois. Voilà, ça veut dire concaténation S4 plus S4 plus S4. Voilà, donc répéter S4 3 fois. D'accord? Donc, il y a d'autres fonctions, voilà, d'autres méthodes qu'on peut utiliser sur les chaînes caractères. Par exemple, split. D'accord? Si je donne une chaîne de caractères, je demande à ce qu'on scinde la chaîne de caractères en une liste de mots. D'accord? Ici, on donne la chaîne de caractères à AB. D'accord? Voilà, AB étoile CD. Donc, c'est une chaîne de caractères. Parce que étoile aussi est un caractère. Donc, on lui demande de scinder cette chaîne de caractères-là en utilisant comme séparateur l'étoile. Ça veut dire que partout où il va avoir étoile, il va scinder. D'accord? Ici, il y a un seul étoile, donc une seule étoile. Donc, s'il voit A, B, C, D, donc il voit étoile ici entre A, B et C, D, donc il va mettre A, B, ensuite C, D. C'est-à-dire, il va scinder les mots en considérant les étoiles là. D'accord? Comme séparateur. Voilà. Ensuite, on peut faire join, c'est-à-dire on va donner une liste de chaînes de caractères. On va lui demander de les connecter ensemble, d'accord, en utilisant un connecteur, d'accord. Donc ici, on concatène une liste de chaînes de caractères en une seule chaîne et il y a un élément qu'on va mettre entre eux. On dit, voilà, ici, on donne les tirés là, on fait point join, c'est-à-dire on donne une liste de mots. Donc si on dit de les joindre en utilisant ça, ben ça va nous donner ici 6 joints avec les tirés. D'accord? Donc il y a la fonction find. Voilà, si on donne une chaîne de caractères, donc la fonction find va nous permettre en fait de trouver, voilà, un mot dans une chaîne de caractères. Voilà, de voir est-ce que ces mots-là existent dans la chaîne de caractères. D'accord? Voilà. Donc ici, si les mots-là existent dans la chaîne de caractères, la fonction va retourner, en fait, d'accord? La fonction va retourner la première position quoi, du premier caractère quoi, de la liste du mot. D'accord? Par exemple, ici, on cherche bras. On cherche la chaîne bras dans cette chaîne-là, d'accord? Ben, ça existe là-dedans. On a bien le mot abracadabra, donc il y a 2 fois bras là-dedans. Donc ça veut dire que bras existe dans cette chaîne de caractères. Maintenant, le nombre qui est retourné, c'est 1. 1 là, c'est quoi? C'est la position de ce B là dans la liste. D'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on a
les listes, on commence à indexer à partir de 0. D'accord? Donc, le A est à la position 0, le B à la position 1, R, 2, A, 3, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, là, vous allez trouver bras en lisant, en allant vers la droite. On a count aussi, la fonction count. La fonction count, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de fois, voilà, une chaîne de caractères apparaît dans une autre chaîne de caractères. On va compter ici combien de fois la chaîne de caractères bras apparaît dans abracadabra. D'accord? Le nombre là, c'est 2. D'accord? La fonction lower, ça permet de convertir une chaîne de caractères en minuscule. D'accord? Donc, petit point lower va devenir petit comme ça en minuscule. Upper, ça permet de faire le contraire. Donc, on peut rendre une chaîne de caractères en majuscule. Donc, capitalize donc, va permettre de convertir la première lettre, voilà, d'une chaîne de caractères en majuscule. Title, ça va mettre la première lettre de tous les mots en majuscule. D'accord? Voilà, par exemple, ici, un beau titre, tout est en minuscule, il va mettre 1 avec le U en majuscule, beau B en majuscule, titre T en majuscule. Swap case, c'est-à-dire qu'on va remplacer toutes les minuscules en des majuscules et tous les majuscules en des minuscules. Donc, script, ça permet de supprimer les espaces blancs en début de chaîne. Replace, ça permet de remplacer une sous-chaîne par une autre sous-chaîne. D'accord? Par exemple, ici, dans abracadabra, on veut remplacer les A par les O. Donc, ça devient abrocodo. Voilà. Donc, ça va nous donner voilà, plusieurs fonctions pour pouvoir manipuler les chaînes des caractères. D'accord? Voilà. Donc, les chaînes de caractères, là, en fait, il y a des indices. C'est-à-dire que chaque caractère dans la chaîne est à un indice donné. Quand je dis S de 0, S étant une chaîne de caractères, ben S de 0, ça désigne en fait le A, là, le premier élément de la chaîne de caractères. S de 1, le deuxième, S de 2, le troisième, S de 3, le quatrième, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, S de 0, c'est A. S de 2, c'est C. D'accord? S de moins 1, c'est G. C'est-à-dire quand on met moins 1, ça veut dire qu'on commence par la fin. Si je fais moins 1, c'est G, je fais moins 2, c'est lui, moins 3, ainsi de suite. D'accord? Donc avec les Python, on peut avoir des indices négatifs. D'accord? Voilà. Donc ce qui est contraire à certains langages comme voilà, les C, C++, C#, Java. D'accord? Voilà. Donc dans un tableau comme ça, on peut avoir voilà, un indice négatif. On peut aussi extraire une sous-chaîne d'une chaîne. Par exemple, si j'ai fait S de 1, 3, ça va me donner un principe. Ça veut dire que je vais extraire une chaîne qui commence à l'indice 1 dans la chaîne ici, S1, 3 ici. Je commence à l'indice 1 dans la chaîne, ça veut dire que je commence à B, A étant à l'indice 0. D'accord? Et je vais m'arrêter avant l'indice 3. Voilà. Le 3 là, je vais dire que je n'arrive pas jusqu'à 3. Voilà. Le 3 est exclu. D'accord? Donc, généralement, quand dans Python, on donne des choses comme ça, c'est comme intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. Vous voyez? Donc, on commence à l'indice 1, mais on s'arrête à l'indice 2. Voilà, le 3 ne fait pas partie. Ici, si on dit on commence à 3, on met 2 points, on ne met rien à la suite, ça veut dire de 3 jusqu'à la fin. Voilà, c'est de 3 à l'infini. Voilà, de 3 jusqu'à la fin. D'accord? Donc, ça veut dire de l'indice 3. L'indice 3, c'est ici. Indice 0, indice 1, indice 2, indice 3. C'est là, jusqu'à la fin. Donc, ça va nous faire D, E, F, G.
D'accord? Quand on ne met pas l'indice de départ aussi, on met 2.3, ça veut dire qu'on commence depuis le début jusqu'à 2, parce que 3 ne va pas faire partie. D'accord? Voilà, c'est comme un intervalle ouvert à 3. Donc, ça va faire A, B, C. Donc, D qui est à l'indice 3 là ne va pas faire partie. D'accord? Voilà. Ok, donc on va arrêter comme ça. On va essayer d'expérimenter un peu dans PyCharm. Essayer d'appliquer un peu ce qu'on a appris ici. D'accord?